Mercredi 20 novembre 2019, l'historien, chercheur et professeur associé à Sciences Po Vincent Duclerc était à la librairie Ombre Blanche à Toulouse pour une rencontre autour de l'édition avec Marie-Neige Coche de la correspondance entre Alfred et Lucie Dreyfus, Écrire, c'est résister chez Folio Histoire, en partenariat avec l'Université Toulouse-Jean Jaurès et le cinéma ABC et animé par Olivier Loub. Bonjour à toutes, bonjour à tous. D'abord, une fois de plus, avec le même plaisir, remercier la librairie Ombre Blanche qui accueille ces séances ici. On va parler de livres, évidemment, dans une maison des livres, et d'un livre qui est à la fois original, bienvenu et extrêmement important, je crois, et on verra pourquoi et comment le dire. C'est Vincent Duclerc qui est à la manœuvre pour ce livre. Il n'est pas seul, il nous le dira. Il ne le dira, puisqu'il y a aussi Marie-Neige Coche qui a participé à la sélection des lettres, mais aussi et surtout à écrire des textes concernant l'usage au théâtre de ces lettres entre Alfred Dreyfus et sa femme Lucie. Il y a aussi, et qui a fourni une préface, Françoise Gillard de la Comédie Française, parce que le tout début de ce livre réside dans une lecture qui avait été faite en 2006 à l'occasion du centenaire de la réhabilitation d'Alfred Dreyfus, du capitaine Dreyfus. Bon, ça c'est pour un petit peu ce qui ferait l'archéologie du livre, mais je ne vous ai toujours pas dit qui était Vincent Duclerc. Vous le connaissez certainement, tous ceux qui aimaient l'histoire contemporaine, bien entendu, et ceux qui êtes plus particulièrement intéressés par l'affaire Dreyfus, car en effet, entre autres, mais de façon première et centrale, Vincent, tu es un spécialiste de l'affaire Dreyfus. En 2006, tu publiais une biographie d'Alfred Dreyfus, et on t'a souvent reçu ici à Ombre Blanche, mais en particulier pour une autre biographie, celle de Jean Jaurès avec Gilles Candard, et c'était de façon plus récente encore. Aujourd'hui, l'objet pour lequel tu viens à Toulouse, c'est un objet malgré tout qui mérite d'être éclairé dans son projet. Et je voudrais qu'on démarre par là. Au fond, si on doit le dire très simplement, quelle est la nature de ce livre quand on sait qu'il y a à la fois deux de tes textes, d'éclairage d'historien, deux textes sur le théâtre, des choix de lettres, des choix inédits, des télégrammes. Enfin bref, c'est un livre qui est absolument d'une très belle unité autour de la correspondance, mais qui est quand même hybride dans sa façon d'être composé. Alors ce serait ça, et c'est ça ma première question. Merci Olivier, merci à Christian Torel et à Ombre Blanche. Je suis toujours très heureux d'être à Toulouse, et c'est vrai que comme tu parlais de Jaurès, j'ai toujours une pensée pour Jaurès à Toulouse, et il se trouve aussi que dans quelques semaines paraîtra l'un des tomes des œuvres de Jaurès qui s'appelle Voici le XXe siècle, et donc j'ai été chargé. Donc il ne restera plus que 2 tomes, et ensuite l'ensemble des œuvres complètes, des œuvres de Jean Jaurès, sera terminé chez Fayard. Donc une pensée effectivement pour Jaurès, qui a été aussi effectivement un grand Dreyfusard, et quelqu'un qui est resté aussi très proche de Dreyfus, qui n'a pas sacrifié Dreyfus, qui n'a pas sacrifié l'homme à la cause, comme l'a fait Clémenceau, et un petit peu aussi le colonel Picard, qui est l'objet du film de J'accuse. D'abord, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même finalement un privilège que de publier dans une collection de poche, et surtout Folio, qui a quand même une belle tradition, qui fait des très beaux livres. C'est-à-dire que là, je pense que c'est un livre qui coûte 7 €. Et c'est vrai que c'est un bijou pour moi, parce que effectivement, c'est un livre hybride, mais c'est un livre qu'on souhaitait faire. On souhaitait faire pour plein de raisons. Et on peut toujours s'interroger sur l'histoire des livres. C'est vrai que les livres ont une histoire, Et là, il se trouve que j'ai aussi travaillé sur un auteur que j'aime particulièrement, qui est Albert Camus. Et vous savez que le premier homme, c'est un manuscrit qui a été retrouvé dans l'accident du 4 janvier 1960, qui aurait pu être détruit. Et ce premier homme, on a réalisé que c'était un chef-d'œuvre, C'était même s'il est un peu inachevé, mais enfin, il est quand même très avancé. Donc l'histoire du livre, c'est vraiment important. Et je trouve que les livres, on sait bien, c'est des choses vivantes, c'est des choses essentielles. C'est la civilisation, c'est ce qu'on aime. En fait, ce livre, il a beaucoup d'histoire. C'est-à-dire que d'abord, ce livre, il repose effectivement sur les lettres que s'adressent Alfred et Lucie Dreyfus dès que Alfred Dreyfus est donc arrêté. Il est mis au secret. Du reste, c'est après la fameuse scène de la dictée où on fait semblant de lui faire écrire une lettre, et là on voit effectivement qu'il tremble parce qu'il fait froid. On est en octobre, il fait froid, et c'était le petit matin. On l'arrête et il est mis au secret. C'est le 15 octobre 1894. Il est mis au secret. Il n'y a aucun contact avec sa famille.
Et ce n'est que quand officiellement est ouverte une instruction contre lui qui va mener à ce procès de haute trahison, à sa condamnation, et ben là, il est autorisé à écrire à sa femme, mais on lui spécifie très bien, et ça sera jusqu'au procès de Rennes, donc jusqu'à août 1899, donc de décembre 94 à août 1899, ça fait 5 ans, il n'a pas le droit, dans ses lettres, d'aborder le fond du dossier, ce qui est du reste totalement illégal, parce que tout condamné, tout inculpé et puis tout condamné a le droit d'échanger avec son avocat, avec sa famille, sur son dossier. Et ça, c'était interdit. Oui. Donc, il y a eu une multitude d'illégalités, de forfaitures contre le capitaine Dreyfus. Alors, effectivement, ces lettres, elles sont restées sur le plan vraiment de l'intimité, d'un dialogue entre une épouse qui a 25 ans, quand même. Lui, il en a 35. C'est des gens très jeunes, il faut se rendre compte de ça. Les lettres qui s'échangent, c'est le seul lien entre eux. Ils vont se voir un tout petit peu avant que Dreyfus ne soit déporté à l'île du Diable, un petit peu à Paris, et puis un petit peu donc, au bagne de Saint-Martin-de-Ré, là où c'est un peu l'antichambre des bagnes coloniaux. Et après, c'est le seul fil qui existe entre eux. Et du reste, lorsque l'administration pénitentiaire des colonies va se rendre compte que peut-être ils sont en train de faire passer des messages dans la graphie, eh bien, ils vont décider de recopier les lettres. Et du reste, dans le livre, vous avez des facsimilés de lettres recopiées. Donc, il y avait effectivement un agent des services pénitentiaires à Paris qui recopiait les lettres et donc il les envoyait soit à Lucie Dreyfus, soit à celle que Lucie envoyait à Alfred Dreyfus à l'île du Diable. Et en fait, pour les deux époux, le fait de ne plus pouvoir voir la graphie, c'est-à-dire l'écriture aimée, le dessin, c'était une souffrance. Et donc, alors ça montrait aussi jusqu'où se nichait la paranoïa, l'obsession de la culpabilité du capitaine Dreyfus. Alors ces lettres, certaines ont été arrêtées par ordre, donc la plupart sont quand même arrivées à destination, soit d'Alfred Dreyfus, soit de Lucie. Mais par exemple, Lucie écrit une lettre que nous on a retrouvée, qui est dans ce volume, puisque en fait ce volume comprend donc des lettres inédites que nous avons retrouvées chez les ayants droit, dont la famille Dreyfus, dont je suis assez proche et qui est une famille assez extraordinaire parce qu'ils nous laissent absolument accès à toute leur documentation sans jamais nous dire ce qu'il faut faire, en gros. Donc c'est vraiment des personnages délicieux. On a une idée de ce qu'étaient Alfred et Lucie Dreyfus à travers eux, très clairement. Et ils sont souvent accablés de la manière dont on parle effectivement d'Alfred Dreyfus. Et puis sinon à la Bibliothèque nationale où il y a une bonne partie de la correspondance. Et là, par exemple, on a découvert une très belle lettre où Lucie Dreyfus explique, c'est une lettre fantastique, où elle explique à son mari tous les efforts des Dreyfusards. Donc elle raconte, j'accuse, elle raconte la mobilisation des Dreyfusards. C'est une lettre incroyable. Et naturellement, la censure. Page 167, 8 et 9. Parce que alors là, moi aussi, je l'ai trouvé absolument formidable. Si ceux qui ont le livre, vous voyez, c'est à partir de la page 167 en bas. Et ça dure sur 3 pages. Et c'est une lettre absolument incroyable, effectivement. Tout est raconté. Moi, j'ai l'impression d'avoir une sorte de cours d'histoire immédiate, ou plus exactement, de rapport fait. C'est un rapport, un véritable rapport qu'elle fait à son mari. Je veux dire, effectivement, cette lettre elle a pu être écrite en partie par Mathieu Dreyfus, son beau-frère, mais quand même, Lucie, alors même que vous savez que les femmes n'ont pas effectivement de personnalité politique, elles sont vraiment un statut inférieur sous la Troisième République, eh bien, Lucie est pleinement au-devant du combat pour son mari, et pas uniquement comme épouse, mais aussi, elle le représente juridiquement, c'est important. Cette lettre, naturellement, elle a été arrêtée par ordre, donc saisi, donc le capitaine Dreyfus n'a pas pu connaître, parce que l'administration refusait de lui donner les renseignements. Et cette lettre, on l'a retrouvée. On l'a retrouvée, on l'a transcrite. Bon, voilà, donc ce livre, c'est une histoire de correspondance, sachant que la correspondance du capitaine Dreyfus, d'abord, c'est ses lettres à lui qui ont été présentées dans ce qui s'appelle 5 années de ma vie, c'est-à-dire c'est le journal, en fait, qu'il a tenu une partie de l'île du Diable et qui est publié en 1901. Donc lui, il est libéré en 1999 et il publie. Donc là, il y a des lettres. Déjà, on comprend que les lettres ont été importantes. En plus, elles avaient été publiées en partie par les Dreyfusards, ce qui s'appelait Lettre d'un innocent. Et puis, lorsque capitaine Dreyfus meurt en 1935, son fils, un an plus tard, fait un volume qui s'appelle Souvenirs et correspondances. Du reste, qu'on va rééditer et on va augmenter avec Philippe Auriol chez Grasset. Philippe Auriol, qui est aussi un grand spécialiste de l'affaire. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que apparaissent des lettres de Lucie.
voyez, on prend conscience aussi que si les lettres du capitaine Dreyfus sont fortes, c'est aussi parce qu'il y a une inspiration de la part de Lucie, qui effectivement, il dialogue. C'est vraiment un dialogue. Alors, dialogue parfois avec 3 mois d'écart, parce que, je veux dire, les lettres, elles mettent un temps fou pour arriver, surtout si elles sont recopiées. Alors là, ça augmente encore le temps. Mais c'est un dialogue avec aussi les quiproquos, les malentendus qu'impliquent parce qu'il y a des moments de désespoir, donc il y a des moments d'incompréhension entre eux. Hein. C'est pas lisse. Hein. Et puis, pour Lucie, ce qui est assez fantastique, moi, c'est comment est-ce qu'elle arrive à toujours trouver les mots justes pour soutenir son mari, quoi. Et c'est sincère. Parfois, ses lettres à lui sont un peu répétitives sur... c'est une excuse, d'ailleurs. Voilà. Elle, moi, je suis frappé du fait que chacune de ses lettres, c'est des lettres justes, si vous voulez, qui portent, qui ne se répètent pas. C'est assez impressionnant pour quelqu'un qui a 25 ans et qui a une immense maturité, quoi. Alors justement, mais qui sont-ils? Parce que là, on a commencé à avoir tout l'intérêt, toute la passion. Alors l'intérêt, c'est qu'on a la correspondance échangée. Et ça, c'est pas si banal. Évidemment, au début, la publication faite par les Dreyfusards, c'est la correspondance de l'innocent victime. Et tout le travail, c'est vrai, depuis 2006, de Vincent Duclerc, a été de réinstaller Alfred Dreyfus d'abord, et puis Lucie, avec ce livre-là, dans le rôle d'être des acteurs et non pas simplement des objets de l'affaire. Hein, puisque très longtemps, dans l'affaire Dreyfus, ça a été tout ton travail, en 2006 en particulier, Alfred Dreyfus était objet de l'affaire, victime certes, personne n'en doutait, y compris le côté de Dreyfusard, mais au fond, personnage falot face à un Zola particulièrement, ou à un Clémenceau. Et là, évidemment, la correspondance réinstalle la personnalité et la façon dont ils existent. Mais alors, qui sont-ils? Depuis quand sont-ils ensemble? Comment se sont-ils rencontrés? Quel milieu? Enfin voilà. Qui sont ces deux êtres séparés par cette injustice? Lui, c'est très intéressant de suivre son itinéraire. Bon, c'est vrai qu'il appartient à une famille relativement aisée, hein, puisque c'est en fait des industriels moyens. Hein. Sa famille a une usine textile à Mulhouse. C'est pas les grands capitaines d'industrie, hein, mais bon, c'est une famille assez aisée quand même. Donc c'est une famille de Mulhouse. Alors une partie de la famille va rester donc dans les provinces perdues, hein, et conquises par les Allemands, tandis qu'une autre partie de la famille opte pour la France, dont Alfred Dreyfus. Hein. Et Alfred Dreyfus, voilà, il décide non pas de faire comme son frère Mathieu, c'est-à-dire de s'occuper de l'usine familiale, hein, et des affaires, mais de s'engager. Et donc s'engager, c'est un acte patriotique fort, parce que quand on s'engage dans l'armée, ça veut dire qu'on est prêt à mourir pour sa patrie, surtout dans la perspective d'une guerre qui est inévitable avec l'Allemagne pour récupérer les provinces perdues. Il réussit, il est très brillant, alors même qu'il est quand même issu, déjà, il perd sa mère très jeune, donc il est élevé par ses sœurs. Il est de langue allemande, hein, au départ. Je veux dire, il parle l'allemand, hein, donc il se fait au français. Il apprend le français à l'école. Donc c'est assez intéressant. Et du reste, le fait qu'il parle allemand va renforcer les soupçons contre lui. Alors même que l'armée française a quand même besoin de bons artilleurs germanophones pour lire les plans d'artillerie des Allemands. Vous voyez, bon, on est quand même là dans la bêtise la plus définitive. Et donc il réussit l'école polytechnique, alors même qu'il vient de province. C'est un provincial, hein. C'est un Alsacien qui, effectivement, comme je vous l'ai dit, acquiert le français par les études. Et ensuite, il fait l'école de guerre, donc l'école de guerre qui permet d'entrer à l'état-major. Et c'est son stage à l'état-major qui, effectivement, braque des officiers antisémites, une hiérarchie quand même. Hein. Tous les officiers ne sont pas antisémites. Hein. L'armée s'est républicanisée, mais en même temps, l'armée reste aussi traversée par des courants extrêmement conservateurs et antisémites. Et c'est le fait, effectivement, qu'il arrive à l'état-major, à l'Arche Sainte, comme stagiaire, parce qu'il est stagiaire de l'école de guerre, qui effectivement amène le complot, c'est-à-dire la tentation de se débarrasser des Juifs à l'état-major. Lui, c'est un des premiers. Et dès lors qu'apparaît une affaire d'espionnage qui n'a pas été fabriquée, qui est réelle, hein, puisque c'est bien Sterhadik qui est le coupable, hop, immédiatement, on voit là l'occasion de se débarrasser de Dreyfus en lui collant effectivement cette trahison sur le dos et en fabriquant alors là toute une série de faux, parce qu'effectivement, il est innocent. Vous savez, en droit français, s'il n'y a pas de mobile, il n'y a pas de crime. Donc, il n'y a pas de mobile pour Dreyfus. Dreyfus
aisée, donc il n'y a pas de raison qu'il trahisse pour de l'argent, parce qu'il a de l'argent, du reste, il est jalousé. Et puis sa femme, alors là, revenons sur Lucie. Lucie, elle, est effectivement issue d'une famille plus riche, une famille juive parisienne, de diamantaires, donc il y a effectivement vraiment là une très belle situation, les Hadamard, hein, et il y a aussi des mathématiciens, il y a un célèbre mathématicien, Paul Hadamard, il est par exemple le cousin par alliance du philosophe Lucien Lévy-Bruhl, par exemple, et tous ces gens-là aussi vont immédiatement le soutenir, c'est-à-dire que la manière dont il apparaissait dans cette nouvelle famille, sa belle famille, tout ça, sans quelqu'un de droit, effectivement, et les services secrets qui vont tenter effectivement de monter un gros dossier contre lui, vont pas trouver grand-chose, hein. Ils vont donc fabriquer des faux parce qu'il n'y a pas effectivement matière à monter un dossier accablant contre lui. Donc effectivement, ils sont très jeunes, ils se sont mariés quelques années plus tôt, ils ont 2 enfants, Pierre et Jeanne, hein, des jeunes enfants à qui on dira que papa est parti en long voyage, hein, et donc du reste, dans le livre, il y a les lettres que ses enfants lui adressent. Ça, c'est formidable. Moi, j'avoue que j'ai adoré ça. Alors, Pierre, il est trop petit et c'est sa mère, hein, qui tient la plume. D'ailleurs, elle le lui fait dire, si je me souviens dans le texte. Alors que Jeanne, elle écrit elle-même des lettres, enfin évidemment des mots très courts, hein, mais qui sont extrêmement touchants. Et c'est un couple donc qui s'est connu dans ces milieux de la bourgeoisie parisienne, juive, on peut le dire comme ça, et qui a un écart d'âge, mais qui est assez correspondant à ce qui peut exister à l'époque. Qu'est-ce qu'ils auraient d'original ou pas en tant que couple, avant d'aller les lire? C'est un judaïsme très libéral, hein. À un moment donné, Lucie suggère à Alfred de recevoir la visite d'un rabbin. Mais bon, c'est pas effectivement je veux dire, tout à fait essentiel pour Alfred Dreyfus quand il est en prison. Il parle de Dieu, mais c'est un Dieu universel, c'est le Dieu de Spinoza. Donc au fond, c'est quand même c'est des Français, hein, d'abord, essentiellement des républicains, hein, des démocrates. Ils sont très cultivés. Lui-même, on le voit bien dans ses carnets, il a une grande culture, hein, une culture historique, culture littéraire. C'est des gens extrêmement ouverts, hein, et c'est ça l'avenir finalement des institutions comme l'armée, c'est de s'ouvrir à la société. Et c'est comme ça que les institutions réussissent aussi quand elles sont portées par la société. Et lui-même, Dreyfus, c'est pas uniquement un juif qui arrive dans une armée relativement antisémite, c'est aussi un officier intellectuel. Et ça, effectivement, les officiers qui sont habitués à considérer que l'honneur, c'est de mourir sur le champ de bataille et c'est uniquement les vertus viriles, donc voient d'un mauvais œil l'arrivée de ces officiers savants dans les 2 corps qui se développent, c'est-à-dire l'artillerie et le génie. Donc lui, il est artilleur, hein. Voilà, c'est aussi la société qui arrive dans l'armée à travers lui, hein. C'est, je vous dis, provincial, alsacien. C'est un couple, moi je pense, assez moderne. D'abord, ils s'aiment, hein. Bon, alors c'est vrai que... Non, mais c'est intéressant comme remarque. Non, mais non, parce qu'à l'époque... On serait postmoderne alors, non? Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, je veux dire, beaucoup de mariages, surtout dans la bourgeoisie, se font, je veux dire, par des liens oui, effectivement. Non, mais bien sûr, je plaisantais. Oui, non, mais je sais. Et du reste, c'est beau, de voir comment est-ce que cet amour les porte dans leur résistance mutuelle, et comment aussi ça va être très compliqué pour eux de se retrouver au bout de 5 ans, et ils vont rester unis. Non, c'est un couple très, très beau, et au fond très ordinaire aussi. Ce qui est assez fantastique avec Alfred et Lucie Dreyfus, c'est que finalement, ils vont développer de l'héroïsme, hein, et ça, je veux dire, on essaie de le montrer, parmi des gens ordinaires. C'est-à-dire, lui-même n'a pas développé, c'est pas Victor Hugo, c'est pas les grandes figures romantiques du 19e siècle, hein. C'est quelqu'un qui, effectivement, avait une ambition, mais qui n'était pas du tout préparé à subir l'épreuve qui sera la sienne, et qu'il va, au fond, subir avec extrêmement de courage, hein. Et c'est pour ça que moi, je suis intervenu cet été dans les débats ouverts par Florence Parly, la ministre des Armées, disant qu'il faudrait peut-être que la République songe à réparer la dernière injustice, c'est-à-dire le fait que quand Dreyfus est réhabilité officiellement de manière très forte par la Cour de cassation, qui casse tous les procès, qui dit qu'il a été condamné à tort et qu'il est effectivement pleinement innocent et que jamais son innocence n'a été remise en cause. Ensuite, après, il est réintégré dans l'armée, mais on ne compte pas son temps de déportation, hein, alors même qu'il était innocent. Donc ça, c'est vraiment... Et du reste, dans le film J'accuse, c'est évoqué, hein, ça. Et donc, Florence Parly a fait savoir, hein, lors du discours qu'elle prononce pour la commémoration de la rafle du Veldiv en juillet dernier, que peut-être on pourrait envisager une promotion posthume avec une reconstruction de carrière qui le mènerait à devenir général. Bon. Et moi, j'ai trouvé effectivement que ça me paraît effectivement assez juste parce que c'est quelqu'un qui avait cette ambition.
mais en même temps, je veux dire, résister comme il l'a fait à l'île du diable. Ensuite, au procès de Rennes, être capable, je veux dire, en un mois, de maîtriser l'ensemble du dossier, parce qu'il ne connaissait rien à l'île du diable, hein, puisque toutes les lettres étaient interceptées dès lors qu'elle parlait du dossier. Se défendre comme il le fait au procès de Rennes, alors qu'il est, je veux dire, épuisé, malade. Enfin, je veux dire, la déportation a été extrêmement rude. Après, effectivement, continuer à se battre, obtenir donc une seconde révision du procès. En 1906, c'est effectivement la victoire, quoi. Donc, c'est assez héroïque. Et c'est vrai que voilà, il se révèle, et c'est assez beau quand les gens, lui comme elle, se révèlent comme avec des vertus qui sont exceptionnelles. Et donc, c'est pour ça aussi, et je termine peut-être sur l'histoire du livre, c'est que cette correspondance qu'on a connue en 1936 et donc moi, effectivement, au moment où je publie la biographie du capitaine Dreyfus, en parallèle, j'édite une large partie des lettres chez Mille et une nuits, mais pas toutes. C'est pour ça que j'ai réussi à convaincre Folio Gallimard de faire un nouveau volume, alors qui ne reprend pas toutes les lettres, bien sûr. Hein. Je pense qu'à terme, on va essayer sur un site de réunir toutes les lettres et d'avoir un corpus général. Hein. Bon, ça, c'est important en termes de recherche. Et donc, de faire un livre un peu hybride. Et donc, je vais dire un mot de ce livre un peu hybride parce que vous allez voir effectivement qu'au fond, ce livre hybride, il a une direction, c'est la présence des lettres aujourd'hui à travers le théâtre. Ça, c'est quelque chose d'étonnant. En effet, il y a 3 moments, on peut dire. D'abord, quand on sort de cette correspondance croisée qui s'appelle « Écris-moi souvent, écris-moi longuement » fin 2005, au milieu de nuit, il y a une exposition qui, au même moment, qu'on prépare au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et le Musée d'art et d'histoire du judaïsme décide de demander à 2 comédiens, Denis Podalides et François Gillard, de faire une lecture des lettres. Intéressant, ils vont sélectionner les lettres. Et du reste, dans le livre, on a gardé leur sélection parce que c'est quand même très, très intéressant. Et donc, ils font effectivement une lecture très bouleversante en fait, de ces lettres. Alors, c'est pour ça qu'on a demandé à François Gillard de préfacer le livre, parce que le livre, il est né en fait de cette lecture des lettres, de leur choix, etc. Et puis ensuite, il y a des comédiens, donc à partir de 2006, qui font des représentations. Il y a 3-4 représentations. Il y a Pierre Dumonet. Il y a toute une série donc c'est souvent des one-man shows, parfois, où c'est vrai que Lucie est moins présente, mais bon. Mais quand même, c'est incroyable de voir comment le théâtre rend présent effectivement des lettres qui ont 120 ans maintenant. Et la dernière chose qui m'a convaincu qu'il fallait vraiment faire quelque chose, parce que c'était aussi en direction des jeunes, c'est qu'il se trouve que dans un lycée de la région parisienne, il y avait une professeure qui s'appelle Marie-Neige Coche, qui a lu les lettres éditées en 2005 et qui, avec sa classe, a fait des ateliers théâtre. Donc, trouver des comédiens pour aider les élèves à créer une mise en scène. Donc, la mise en scène, elle est aussi dans le livre. Donc, le livre intègre toute une série, vous voyez, d'expériences. Et au fond, c'est ce 3e moment théâtral avec les jeunes qui nous ont convaincus que voilà, il fallait effectivement ce livre pour dire que ces lettres, elles vivaient grâce au théâtre. Et oui, ça s'appelle donc Des mots qui délivrent, texte de théâtre pour les lycéens. C'est en 18 scènes. Et ça, c'est aussi un outil pédagogique pour ceux qui veulent s'en saisir, qui est formidable. Bon, on a la structure du livre, on a le projet, on a sa nature. Il faut rentrer dans ce livre. On a vu les scripteurs, pour le dire comme ça, c'est-à-dire ceux qui ont écrit, les acteurs de cette écriture. Mais au fond, est-ce que si on doit commencer par là pour arriver au contenu, quelle est leur écriture épistolaire? Parce que c'est quand même particulier d'écrire des lettres dont il faut bien voir qu'ils savent pertinemment qu'elles vont être lues, qu'elles vont être acceptées ou pas acceptées, et qui pourtant sont pleines, et là je suis tout à fait d'accord avec toi, qui sont très touchantes, parce que l'amour qu'elles expriment, et pas que, mais l'amour qu'elles expriment en particulier, nous est et nous reste contemporain. Que par rapport à un Victor Hugo, évidemment, on n'imagine pas une minute ni recevoir, ni écrire une lettre de ce type-là, alors que ces lettres-là, je crois, ce qui me touche, c'est qu'elles sont contemporaines. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut savoir de cette écriture épistolaire, c'est le terme que tu emploies toi-même dans le livre, des époux Dreyfus? Déjà, sur le plan formel, les lettres sont bien écrites. C'est pratique pour nous parce qu'on n'a pas de problème pour déchiffrer. Parce que parfois, quand vous êtes devant des manuscrits, c'est compliqué. Donc là, il n'y a pas de problème. Ils écrivent très bien. Il faut s'habituer, bien sûr, à cette écriture très fine. Il n'y a pas de rature, il n'y a pas de brouillon à notre connaissance. Donc ils écrivent au fil de la plume, mais c'est pensé, les lettres sont pensées, elles sont très bien, je veux dire, sur le papier, tout est bien déplacé, etc. Effectivement, dans ces lettres, il y a une forte tendresse. Il y a la volonté d'essayer surtout pour Lucie, de trouver les mots
qui vont effectivement permettre à Alfred de retrouver du courage, parce que lui-même subit quand même de nombreuses crises de dépression. C'est très long, en fait. Il faut se rendre compte que ça dure 5 ans. Et comment, pendant 5 ans, alors même que vous êtes dans une situation qui va s'aggraver, puisqu'il va être enchaîné sur son lit à partir de 1996, jusque-là, pendant 2 ans, il voit la mer. Donc c'est vrai que la mer, c'est bon, voilà, c'est un horizon. Au-delà, c'est la France, etc. Et puis après, on met une palissade et il ne voit plus rien. C'est des conditions extrêmes et c'est vrai qu'il est souvent découragé quand même. Il le reconnaît. Hein. Il est découragé aussi parce qu'il reproche parfois aussi à sa femme que les choses n'avancent pas. Et du reste, lui-même prend l'initiative d'écrire énormément. Alors, il écrit au président de la République, au ministre de la Guerre, au Premier ministre, qui est le président du Conseil, au chef d'état-major. Donc, il multiplie les lettres. Il est extrêmement combatif. Et ça, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est vraiment un citoyen avant d'être un militaire. Parce que finalement, on lui a mis le marché entre les mains, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'on lui a dit, bon, en gros, vous acceptez la sentence du Conseil de guerre, puis on fera en sorte que peut-être il était condamné à perpétuité, mais qu'on aménage un peu votre peine. Et si vous refusez, si effectivement vous vous proclamez innocent, là, effectivement, vous aurez les pires conditions. Et c'est ce qui se passe. Les pires conditions, c'est dégradation en place publique. La scène de Polanski est très bien, de ce point de vue-là, très juste, et devant tous les représentants de toutes les unités à Paris. Et lui, tout seul, effectivement, écrit soldats, on dégrade un innocent, etc. Donc, il résiste, et on fait une loi spéciale pour l'envoyer aux îles du Salut, qui est en face de Kourou, hein, en Guyane, alors même que les déportés, alors c'est le terme, hein, c'est pas... bien sûr, effectivement, on parlera ensuite, et il y a un lien, d'une certaine manière, entre la déportation et puis la déportation des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Mais la déportation, c'était déportation politique, parce que la haute trahison, c'est un crime politique. Eh bien, c'était d'être déporté en Nouvelle-Calédonie, comme les communards. Eh ben, on change la loi pour que ça soit encore plus dur, qu'on le mette sur son caillou là, de l'île du diable. Vraiment, c'est le prisonnier d'État, quoi. C'est le masque de fer, quoi. C'est impressionnant. Et du reste, c'est une grosse erreur de l'État, c'est de l'avoir, c'est tant acharné contre lui que effectivement l'humanité a compris qu'il y avait quelque chose de très troublant. Donc en fait, cette écriture épistolaire, on voit effectivement comment Lucie trouve les mots pour l'encourager et comment lui veut se hisser à la hauteur du combat qu'il doit mener pour la vérité, pour la justice. C'est vraiment le citoyen qui se saisit des grandes valeurs démocratiques. C'est pour ça que c'est vraiment l'individualisme démocratique, c'est-à-dire qu'on a un individu qui, est ordinaire de certaine manière et qui va incarner toute la modernité, la part démocratique, universelle de la modernité. Et ça, de ce point de vue-là, c'est aussi une écriture politique, hein, entre deux époux qui construisent un combat pour la vérité. Et de ce point de vue-là, le titre qu'on a choisi, Écrire, c'est résister, c'est tout à fait juste. Et c'est les mots, les mots portent l'humanité. On sait bien que les nazis ont voulu transformer le langage, hein, interdire le logos, tout ça. C'est Primo Levi à qui on dit Warum n'existe pas. À Auschwitz, on ne peut pas poser, on ne peut pas demander pourquoi. Donc c'est Klemperer qui a montré tout ça, etc. Ces mots sont essentiels et ces mots, on a la chance effectivement d'avoir conservé les manuscrits, de pouvoir les transcrire et on a effectivement des facsimilés aussi dans le livre. Hein. Donc ça, là, le Gallimard, hein, ils n'ont pas mégoté, si vous voulez, ils ont acheté ces clichés qu'on a sélectionnés à la BNF, etc. Et donc ça donne aussi un ensemble assez intéressant. Et il faut remercier Sophie Kokoyannis, justement, qui est au cœur de cette édition chez Gallimard. Mais les facsimilés, justement, permettent de voir les textes qui sont des textes de la main d'Alfred et d'Alice, et puis les textes copiés, ce qui a été dit tout à l'heure. Vous avez aussi toute une série de lettres qui sont copiées. Et on peut imaginer que pour celui qui les reçoit, tu as dit tout à l'heure, le fait de ne pas avoir la chair des mots incarnée dans l'écriture, c'est très important. Mais même, il peut douter de l'information qui arrive aussi. C'est au-delà simplement de ne pas avoir l'écriture, c'est douter de ce qui est caviardé, de ce qui est, etc. Et donc, c'est vraiment une écriture épistolaire très particulière parce qu'elle passe à travers le filtre de... Alors ça, moi, je l'ai appris dans le livre. L'administration qui filtre, c'est l'administration des colonies. Et leurs rapports sont gérés par le ministère des colonies. Ce n'est pas l'armée qui s'en occupe, c'est vraiment la situation de déportation dans un bagne colonial. De quoi parle-t-il? De quoi se parle-t-il? De quoi peuvent-ils se parler? Parce qu'on a vu que c'est très contraint tout ça. De quoi peuvent-ils se parler? Et dans ces lettres, quelle est la balance, avant d'aller y voir de plus près, entre ce qui serait de l'ordre du fort privé, enfin de l'écriture qui parle d'eux-mêmes, de leurs relations, et puis de ce qu'ils peuvent se dire de public, ce qui est le plus filtré, j'imagine.
C'est ce qui arrive le moins aux capitaines des deux côtés. Mais peut-être il y a des moments de relâchement, car une administration, il y a des cycles aussi dans la surveillance des courriers. Alors, qu'est-ce qui fait la balance dans ce qu'ils s'écrivent et qu'est-ce qu'on trouve le plus? Des affaires plutôt privées, intimes, des choses plus banales ou au contraire des choses politiques aussi? Les choses politiques, elles se limitent à, en fait, de la part d'Alfred Dreyfus, de dire qu'il s'adresse au plus haut personnage de l'État, qu'il ne peut pas croire que donc ses chefs ne recherchent pas la vérité. Donc, au fond, c'est une sorte d'écriture politique des valeurs un peu désincarnées, hein, puisqu'il ne peut pas du tout aborder le fond. D'abord, son affaire, il ne la connaît pas. Et finalement, la République, la République, c'est pas une démocratie naturelle. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France, je veux dire, de l'époque moderne, la France napoléonienne, c'est un régime, je veux dire, qui s'investit fortement dans l'assaut militaire, dans la guerre. Napoléon III, enfin lui Napoléon Bonaparte, fait un coup d'État donc grâce à l'armée. Donc la place de l'armée est considérable. Et quand la Troisième République est proclamée le 4 septembre 1871, contrairement à la magistrature qui est épurée, ça il faut le savoir, par une loi, l'armée n'est pas épurée. L'armée n'est pas épurée. Au fond, on ne veut pas toucher à l'armée parce qu'il y a l'impératif de la revanche. Et que dès lors qu'on ne veut pas toucher à l'armée, eh bien on ne va pas toucher à ces institutions, et notamment la justice militaire. Et en fait, la justice militaire ne sera abolie que par François Mitterrand et Robert Badinter. C'était une promesse de campagne de François Mitterrand en 1981. Et le fameux colonel Picard, donc, qui est au centre du film de Polanski, est ministre de la guerre en 1906 avec Clémenceau. Et Clémenceau est l'intellectuel dreyfusard en 1998 qui tape le plus sur la justice militaire. Du reste, il a ce fameux mot, parce que, on va le citer, effectivement, que la justice militaire est à la justice, ce que la musique militaire est à la musique. Ça marche toujours, Clémenceau. Ça marche toujours, Clémenceau. 100 ans plus tard. Ouais, les bons mots de Clémenceau sont pas mal, il y en a bien d'autres. Hein. Mais donc, voilà, c'est l'importance de la gestion militaire et la difficulté de démocratiser l'armée. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a encore des enjeux. Je pense que l'un des enjeux de l'armée face à l'histoire, c'est notamment que l'armée puisse dire oui, le capitaine Dreyfus, c'est effectivement un modèle d'officier. Ben oui, parce que Dreyfus, il est patriote, il s'est résisté aux pires situations, il est attaché à la hiérarchie, il veut faire de l'armée française, je veux dire, un grand outil, je veux dire, de la reconquête. C'est un officier splendide, un modèle. Et aujourd'hui, l'armée française, c'est l'enjeu du reste de ce que propose Florence Parly, c'est de dire oui, je veux dire, si on promeut Dreyfus comme général, c'est parce que effectivement, c'est un modèle pour les officiers d'aujourd'hui. Hein. Parce que les officiers d'aujourd'hui, il y a eu une longue tradition où l'officier valeureux, l'officier héroïque, était l'officier qui mourait sur le champ de bataille. L'objectif, c'est pas de mourir sur le champ de bataille. L'objectif, c'est de gagner les guerres. Oui. Mais longtemps, il y a eu cette dimension mortifère de l'officier français. Et Dreyfus, finalement, c'est quelqu'un qui refuse de mourir, précisément. On lui propose, au moment où, vous savez, la scène de la dictée, et c'est encore montré dans le film de Polanski, et c'est vrai, hein, dans la scène de la dictée, donc il est arrêté, et puis après, on le laisse avec un revolver, de manière à ce qu'il se suicide. Et lui, non, il veut vivre pour prouver son innocence. C'est un personnage très moderne de ce point de vue-là. Effectivement, il écrit des lettres très belles, très fortes. Et du reste, il y en a une qui a été vendue il y a quelques années et chez Sotheby's, très cher. Hein, et donc, c'est là où c'est intéressant. C'est que la République reste légale, en tout cas. Et que donc, même déporté, Dreyfus a le droit donc d'écrire. Hein, d'autres situations, on ne pourra plus. Hein, et les lettres qu'il adresse sont transmises au président de la République, au ministre de la Guerre, au chef d'état-major, au président du Conseil. Et jamais il ne reçoit de réponse. Jamais. Jamais. Mais il continue. Et c'est vrai que, je veux dire, le fait de savoir, Lucie, elle sait qu'il écrit. Et que donc, il y a un moment donné où des députés vont quand même se préoccuper de la situation de Dreyfus, d'autant qu'on découvre que son procès a été totalement manipulé, qu'il y avait un dossier secret, etc. Donc, vous voyez, quand on commence à manipuler à ce point-là la justice, ça veut dire que tout le monde peut être rattrapé par ce genre de choses. Et donc, on commence à interroger. Vous voyez, ces lettres, elles ont porté quand même. Malgré tout, quand on écrit pendant la République, la lettre, elle arrive. Bon, elle n'est pas lue par la République, mais par son cabinet. Je veux dire, surtout Dreyfus qui commence à être de plus en plus connu, parce que les Dreyfusards se bougent, c'est vrai, à l'étranger aussi. Mais
jamais ils n'ont répondu, effectivement. Elles sont bien arrivées, mais jamais il n'a répondu. Et effectivement, je pense qu'il y aura des questions après. Mais pour revenir à ce que tu disais, je pense que il y a, comme dans toutes les correspondances, et on parlait tout à l'heure de la correspondance entre Jean Zay et sa femme, hein, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que le privé devient public, comment est-ce que finalement les vertus républicaines, c'est pas uniquement des vertus civiques, c'est des vertus, je dirais, un peu morales, intimes, et on voit comment est-ce que la personne porte le citoyen, et réciproquement. Donc ça, c'est une leçon assez forte. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a frappé, je vais finir sur 2 points, hein, c'est que d'abord, c'est vrai, je connais bien effectivement les textes du capitaine Dreyfus. On a édité de nouvelles lettres. Et en fait, chaque fois que je lisais de nouvelles lettres, j'étais étonné. Si vous voulez, c'était pas répétitif. C'est-à-dire les lettres qu'on a insérées là, qui sont inédites, elles avaient toutes un intérêt. Hein. Bon. Et puis la deuxième chose, alors, et je vais finir là-dessus parce que là aussi, c'est que finalement, dans la recherche, on trouve toujours, même si on travaille sur des terrains assez balisés qui sont les miens. Donc dans la première édition de 2005, on avait mis à la fin des télégrammes. Parce que ce qui se passe, c'est que quand la Cour de cassation, la première fois, casse le procès, donc en juin 1899. Et du reste, à ce moment-là, eh ben, il y a quand même, je veux dire, un ébranlement en France, en métropole, hein, au niveau de la Chambre des députés. Il y a une majorité qui se constitue dreyfusarde, emmenée par un personnage qu'on ne connaît pas assez, mais qui est assez prodigieux, qui s'appelle Waldeck-Rousseau. Waldeck-Rousseau, il lance la défense républicaine, il s'attaque aux anti-dreyfusards. C'est une belle figure, c'est quand même un proche de Gambetta. Waldeck-Rousseau est celui qui vote la première loi de liberté syndicale en 1884. Et donc ça veut dire, vous voyez, que le lien entre l'affaire Dreyfus et la démocratisation de la République. Et donc, à ce moment-là, Dreyfus, son procès est cassé, il n'est plus condamné, et il est renvoyé devant un nouveau conseil de guerre parce qu'on estime que c'est à la justice militaire de reconnaître son innocence. Et effectivement, le procès de Rennes va montrer que la justice militaire est incapable de reconnaître l'innocence de Dreyfus. Et donc, à ce moment-là, ses conditions de détention s'améliorent. Hein, on casse la fameuse palissade, il renvoie à la mer, on ne lui met plus les fers aux pieds, et il a le droit d'envoyer des télégrammes. Et sa femme aussi. Et alors là, c'est assez prodigieux parce que les télégrammes, c'est instantané, c'est du texto. Et donc, bah oui, pour eux, c'est étonnant. C'est-à-dire tout d'un coup, c'est comme s'ils se téléphonaient, quoi, si vous voulez. Et donc, moi, je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose de nouveau. Et donc, on a réuni tous les télégrammes qui se sont échangés. Et c'est prodigieux, si vous voulez, parce que là, effectivement, ils s'écrivent, je veux dire, quasiment en instantané, quoi. Vincent Duclerc à la librairie Ombre Blanche le mercredi 20 novembre 2019 pour l'édition de la correspondance entre Alfred et Lucie Dreyfus, Écrire, c'est résister, correspondance 1894-1899. Ce que tu montres, c'est la persécution dont est victime quand même Alfred Dreyfus. Et effectivement, ces logiques-là qui sont, par ailleurs, tu l'as cité, donc je le fais, il y a des parallèles intéressants avec Jean Zay, la façon dont les époux s'écrivent, etc. Et justement, quand on voit ta démonstration si convaincante sur le modèle qu'il représente, à la fois de soldats, d'officiers, mais aussi de citoyens, je sais qu'il y a eu des tentatives pour la panthéonisation. Qu'est-ce qu'il en est de ça pour Alfred Dreyfus ? Bon, c'était en 2006, j'en étais en partie à l'origine. Hein. Oui. En fait, c'était l'idée que Dreyfus était... parce qu'une panthéonisation, dire les personnes que l'on met au Panthéon, c'est bien sûr par rapport à ce qu'ils ont été, mais aussi à ce qu'ils doivent dire aujourd'hui. Il me semblait qu'aujourd'hui, il était important de pouvoir accueillir au Panthéon voilà, des héros ordinaires, des victimes qui se révèlent héroïques, en fait. Vous voyez, et aussi voilà, de dire que la lutte contre l'antisémitisme reste fondamentale, non pas parce qu'il faut uniquement défendre les Juifs, hein, ce qu'on entend souvent, mais c'est que l'antisémitisme a révélé la persécution, et que si on veut lutter contre la persécution, il faut comprendre ce qu'est l'antisémitisme. Oui, ça, c'est un point vraiment essentiel. Oui, il y a eu un combat important, et ce point de vue-là, Jacques Chirac, donc à l'époque, pendant la République,
République était assez favorable. Et c'était dans la lignée, effectivement, la discours du Veldiv, tout ça. Enfin, après, il a fait cette panthéonisation pour les justes et tout. Donc Jacques Chirac, de ce point de vue-là, comprenait bien, effectivement, les enjeux. C'est lui, du reste, qui avait déplacé la statue comme maire de Paris, la fameuse statue de Dreyfus que personne ne voulait, qui avait été exilée aux Tuileries. Il l'a mise boulevard Raspail et tout. Bon. Mais il y a eu quand même une campagne assez désagréable contre ce projet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce projet a été tout de suite pris très au sérieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu du style « Non, mais vous rigolez ». Non, tout de suite, ça a été pris très au sérieux. Ça, c'était intéressant. Donc, c'était déjà une victoire de ce point de vue-là. Et puis, il y a eu des attaques, effectivement, sur le fait qu'on ne panthéonise pas les victimes. Il y a déjà Dreyfus et Zola. Et puis, en gros, je veux dire, pourquoi on va mettre des gens ordinaires, c'est pas lui qui a fait l'affaire Dreyfus, etc. Il y a eu un débat, c'était assez vif. Et puis, il y a aussi, et ça, c'est intéressant, l'idée que c'est toujours dangereux, effectivement, pour la communauté juive. Ce n'est pas partagé, mais disons, une partie de la communauté juive estimait qu'il faut faire attention à ne pas honorer des juifs parce que c'est le début de la persécution. Moi, j'avais tendance à dire, au contraire, il faut honorer les grands républicains, et si effectivement il y a de l'antisémitisme, il faut le combattre. Du reste, Dreyfus est quelqu'un qui n'a jamais intégré l'antisémitisme. Quand il a été victime d'antisémitisme, il est allé se plaindre. C'est le juif qui va au-delà d'une tradition qui peut se comprendre chez les juifs, qui est de dire surtout ne pas protester contre l'antisémitisme parce que sinon c'est pire. Il faut attendre que la vague passe et puis ensuite effectivement on se reconstruit. Et lui, c'est le juif moderne en fait, de ce point de vue-là. C'est le citoyen, je veux dire, je suis victime de persécution, je vais me plaindre et effectivement, je veux dire, je fais face à l'antisémitisme. Et donc Jacques Chirac a été très honnête parce qu'il a vu qu'il y avait un conflit, qu'on ne peut pas panthéoniser s'il n'y a pas un consensus minimal. Il y a des gens bien qui étaient faits contre pour des tas de raisons, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il a décidé de faire une grande cérémonie à l'école militaire avec un discours qui était clairement le discours de la panthéonisation. Donc d'une certaine manière, beaucoup de choses ont été réussies à ce moment-là. C'est en gros, parfois, vous savez, les défaites sont victorieuses et parfois les victoires sont des échecs. Voilà. Est-ce qu'il y avait une opposition de l'armée ou des milieux de l'armée à ce moment-là ? Puisque ça, on parlait du rebond et d'une histoire longue de l'armée par rapport à ce qui serait une mémoire longue, là aussi, du capitaine Dreyfus. Il faut revenir à 1919, si vous voulez. C'est que l'armée, le Panthéon, c'est pour les civils, c'est pour la gauche. L'armée, elle a l'Arc de Triomphe. Vous savez, je veux dire, le soldat inconnu, au départ, devait aller au Panthéon. Mais en fait, l'armée s'y opposait parce que bon, c'est trop civil et c'est trop républicain et c'est trop de gauche. Ouais, bon. Donc, en fait, là, de ce point de vue-là, enfin, quand même, je veux dire, le discours de Jacques Chirac le 12 juillet 2006 à l'école militaire, je veux dire, dans la grande cour, là où a été dégradé Dreyfus, dans la grande cour, il fait lire l'acte de réhabilitation par le premier président de la Cour de cassation. À l'époque, c'était Guy Canivet. Il passe en revue les troupes, il y avait des élèves d'école politique, tout ça. Ça avait beaucoup d'allure, franchement. Bon. Donc l'armée, elle obéit au pouvoir civil, c'est clair. Voilà, ce que je disais, c'est que l'enjeu aujourd'hui, moi, il me semble important, c'est de dire, non seulement Dreyfus est innocent, ça l'armée le reconnaît, il n'y a pas de souci, mais de dire, au fond, l'armée peut se représenter dans le capitaine Dreyfus. Et c'est pour ça que le film de Polanski me gêne un petit peu, parce que finalement, on renvoie l'armée vers finalement dire le bon officier, parce que précisément Picard refuse de faire le J'accuse. C'est pour ça qu'appeler le film J'accuse, ça va pas, parce que Picard, c'est l'anti-J'accuse. Picard, effectivement, il veut pas que l'armée soit mêlée à une telle affaire, mais il va pas aller jusqu'à précisément réformer. Il est ministre de la guerre en 1906, il peut réformer. Il peut redonner à Dreyfus son avancement, il peut supprimer les conseils de guerre. Il ne fait pas du tout. C'est un pur militariste quand il est ministre de la guerre. Du reste, il va décevoir en tant que ministre de la guerre. Oui, parce que cette réaction de l'armée, je dis ça parce qu'en 2015, pour la panthéonisation de Jean Zay, il y a eu des courriers venant des anciens élèves et officiers plutôt de Saint-Cyr, hostiles, très violemment hostiles à la panthéonisation de Jean Zay. Donc on aurait pu imaginer qu'il y ait ce courrier, non pas des gens en active, mais de gens sortis de l'active. Alors, on va vous donner la parole. Après, une dernière question, puis une dernière remarque. C'est un ensemble de lettres qui est remarquable, on l'a dit, pour l'histoire, et Vincent Duclerc vient d'en parler, mais aussi pour l'histoire intime et de l'intime, je crois, qu'il y a beaucoup à prendre pour nous tous là-dedans, en résonance, mais aussi en étude, parce que c'est rare
d'avoir ce type de courrier, ce type d'échange aussi bien conservé avec tous ces filtres. Et lorsque, par exemple, Alfred Dreyfus, que sa femme appelle parfois Fred, alors pour nous, ça c'est une surprise d'intime, hein, trouvé comme surnom Fred Dreyfus, vous voyez, c'est quelque chose que ces lettres nous apportent et qu'on n'aurait trouvé nulle part ailleurs, ce surnom de Fred pour cette Alfred qui pour nous est une statue, hein, bien sûr. Et il écrit, et c'est une des très grandes vertus, je pense, de la correspondance pour lui, j'ai pu pleurer et c'est tout dire. C'est vrai que dans cette correspondance, ils essayent en fait de représenter aussi leur corps, c'est-à-dire leur affect, c'est-à-dire c'est intéressant. Déjà, la dernière fois qu'ils vont se voir, hein, à Saint-Martin-de-Ré, ils veulent pouvoir se toucher, s'embrasser. Et au fond, Lucie Dreyfus demande même au geôlier, enfin le commandant du bagne horrible et cruel, de pouvoir embrasser son mari et d'avoir les mains attachées dans le dos pour qu'elle ne transmette pas quelque chose. Et lui va refuser, oui. Donc il y a cette dimension affective. C'est pour ça que c'est assez moderne comme correspondance, parce que c'est une correspondance où on sent que les corps parlent aussi à travers une attention extrême. Ces lettres arrivent à restituer de l'affectif alors même qu'on est dans des mots et on est dans une très longue distance et une absence. Et c'est vrai, y compris les corps. Alors, j'avais demandé à Vincent quelle lettre il préférait, puis moi j'avais choisi une. Je crois que tu as parlé de la grande lettre politique, qui était quand même une découverte. C'est vrai que c'est une histoire qui se finit bien. Au XXe siècle, il y a peu d'histoires qui se finissent bien. Enfin, globalement, dans l'histoire, ça se finit mal, il faut dire ce qui est. Et là, quand même, ça se finit bien. Ils tiennent, et c'est vrai que les télégrammes de victoire, je veux dire, parce que c'est une grande victoire de la justice, quand même, que la Cour de cassation casse un tel procès, et donc, quand même, inflige à l'armée un camouflet, parce que l'armée, je veux dire, avait fait bloc sur la culpabilité de Dreyfus, ce qui est assez étonnant, je veux dire, mis à part quelques officiers, dont Picard, ça c'est intéressant, mais il n'est pas le seul. Donc c'est vrai que le télégramme de Lucie et celui d'Alfred autour de la Cour de cassation, les mots sont superbes, quoi. C'est vrai que, donc voilà, il faut se dire, enfin, je veux dire, il voit la lumière, quoi, au bout de 5 ans, quoi. Ah oui, c'est là où il écrit « Cœur, âme avec toi, enfants, tous ». Est-ce qu'on sait pourquoi ces conditions ont changé au bagne au bout de 2 ans? Pourquoi ça s'est durci de cette manière? En fait, il y a eu 2 raisons. Premièrement, donc le commandant des îles du Salut, donc les îles du Salut, c'est 3 îles qui sont en face de Kourou. Donc il y a l'île principale avec le bagne, et puis il y avait l'île où on avait mis les lépreux, qui est l'île du Diable. Et donc c'est là où effectivement Dreyfus est seul, entouré effectivement de gardiens qui les pillent. Après on va même monter une mitrailleuse Hotchkiss pour attaquer les navires qui pourraient se rapprocher. Donc déjà le premier commandant est assez humain quand même. Au fond ce qui est très intéressant c'est que ce commandant des îles du Salut, le commandant de la prison militaire du Cherche-Midi, Forzinetti, en fait comprennent qu'il est innocent. Et ça, c'est très intéressant. Forzinetti, du reste, sa carrière est brisée. Il va être sauvé en termes de carrière par le prince de Monaco, qui va le prendre comme chef de ses gardes personnels, parce que le prince de Monaco était un grand Dreyfusard. Lui, il va changer justement, parce que le ministre Lebon, qui était vraiment... Et lui, Lebon aura quand même des problèmes, malgré tout, après, parce qu'il va être attaqué à la Chambre des députés. Enfin bon, vrai, la mémoire de Lebon, le tribunal de l'histoire a condamné Lebon. Et donc Lebon décide de nommer un commandant sadique, qui s'appelle Daniel, qui est vraiment absolument horrible, qui tente de briser psychologiquement Dreyfus. Et puis, ce qui va changer aussi, et c'est pour ça qu'effectivement on enferme sa case dans une palissade, on le met au fer la nuit, ce qui est terrible. Tout ça de manière très illégale, parce que si on regarde, c'est là où la force des Dreyfusards, ça sera de dire, au fond, ce type de conspiration contre un homme, je veux dire, c'est la fin de l'état de droit, c'est la barbarie. Donc ça va les sauver, oui, c'est bon, d'une certaine manière. Bon, c'est que, en fait... Mathieu Dreyfus, Lucie Dreyfus, donc Mathieu c'est le frère d'Alfred, Lucie Dreyfus, Bernard Lazare, Lucien R, les premiers Dreyfusards, qui sont Lucien Lévy-Bulle, avant même Charles Koestner. En 1896, sont désespérés du fait qu'on n'arrive pas à parler de Dreyfus, c'est-à-dire qu'aucun journal ne veut s'y intéresser. En fait, voilà, il est coupable, c'est une honte nationale, il est sur son rocher et on ne doit plus parler de l'affaire.
qu'il y reste. En fait, il y aura 2 événements importants qui vont amener à ce que tout d'un coup, on renforce effectivement ces conditions de détention. Premièrement, Émile Zola, dès mai 1896, écrit, et du reste, il faut saluer les éditions Talendier qui ont réédité là, très récemment La Vérité en marche en collection de poche. Et dans La Vérité en marche, il y a un premier texte qui s'appelle Pour les Juifs. Zola, de manière très courageuse, il faut le dire, fait un grand texte dans le Figaro qui s'appelle Pour les Juifs. Alors, il ne mentionne pas Alfred Dreyfus, mais il mentionne tout le climat antisémite qui a expliqué la condamnation de Dreyfus. Et là-dessus, Bernard Lazare va rebondir. Et il y aura une enquête. En fait, le Figaro fait une enquête sur les conditions de détention de Dreyfus à l'île du Diable. Le Figaro était très engagé. Après, elle ne le sera plus, mais à cette époque, très engagé. Et la deuxième chose, alors déjà, effectivement, l'administration n'aime pas du tout ça. Donc, les journalistes commencent à se mêler, effectivement, du bagne, etc. Deuxième chose, Mathieu Dreyfus comprend qu'il faut frapper un grand coup. Il ne voit pas les conséquences, néanmoins. C'est de part, alors là, c'est intéressant, il utilise une officine en Belgique, tout ça, pour, à travers parce qu'il y a des agences de presse, hein, l'agence Havas, c'est comme l'AFP, etc., eh bien, pour annoncer que Dreyfus s'est évadé. Il fait un faux. Alors, effectivement, ça va réussir parce que tout d'un coup, on va se dire, mais tiens, Dreyfus, il est là depuis 2 ans, déporté. À ce moment-là, on sait déjà, beaucoup de gens savent que le procès est formellement illégal parce qu'on a communiqué un dossier au seul juge militaire et pas à l'avocat, pas au procureur, tout ça. Donc là, effectivement, c'est le moment où l'affaire Dreyfus arrive dans les journaux et va y rester jusqu'au procès de Rennes. Donc ça va être un feuilleton incroyable. Bon. Mais la contrepartie, c'est qu'effectivement, il s'est évadé. Donc effectivement, on constate qu'il ne s'est pas évadé, mais il peut s'évader. Et là, effectivement, les conditions sont extrêmement renforcées. À tel point qu'il peut en mourir. Mathieu Dreyfus a pris une lourde responsabilité. Il n'imaginait pas, je pense, effectivement, la réaction. Mais c'est vrai que la décision de Mathieu Dreyfus a permis à ce qu'on parle de Dreyfus et que dès lors, je veux dire, il y a une audience pour les brochures de Zola, puis pour le J'accuse, par exemple. Moi, j'aimerais savoir quelle était la fréquence de la correspondance qu'ils ont entretenue pendant qu'il était justement en déportation. Alors ça, c'est une très très bonne question parce que en fait, ils écrivent beaucoup. Alors au début, quand le capitaine Dreyfus est enfermé d'abord à la prison du Cherche-Midi, et ensuite, après la dégradation, donc il n'est plus militaire, parce qu'il a été dégradé, et il est donc à la prison de la Santé. Puis ensuite, au bagne de Saint-Martin-de-Ré, et ensuite, donc... Alors là, quand il est en métropole, ils s'écrivent énormément, et c'est assez beau parce qu'ils s'écrivent tous les jours, en fait. Donc c'est pour ça que c'est une grosse correspondance. Et là, les lettres arrivent. Il faut savoir qu'à l'époque, vous aviez 3 levées, je veux dire, c'était incroyable. C'est-à-dire que les lettres, c'était du jour au lendemain. C'est incroyable, la qualité des postes à cette époque. Avec aussi, les fameux petits bleus, là, dans Paris, il y avait des pneumatiques, etc. Ce qui est assez touchant, c'est que, en fait, notamment Lucie, elle commence une lettre à 8h du soir, et puis elle va, donc la levée est passée, et donc elle va continuer juste avant de se coucher, par exemple, elle va encore écrire. Donc il y a des lettres qui sont formées de plusieurs moments d'écriture. Et alors après, effectivement, là, c'est certains qui vont s'écrire à peu près une fois tous les 15 jours en fonction des courriers. Ce qu'on appelle les courriers, c'est les bateaux qui apportent le courrier. Donc il y a le courrier français, mais l'île du Salut, il y avait le courrier hollandais, le courrier anglais. Donc c'est des bateaux qui apportaient le courrier. Mais parfois, il est arrivé, effectivement, à cause de la censure aussi, que Alfred Dreyfus ne reçoive aucune lettre pendant 3 mois. Et donc pour lui, c'est une énorme souffrance aussi. Parce qu'il ne comprend pas au début, il pense qu'effectivement, ça y est, on l'a oublié. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de ce genre de situation, quand votre mari est condamné, on vous dit, faut divorcer. Je veux dire, c'est une honte sur la famille. Non mais c'est vrai, le schéma bourgeois traditionnel, c'est ça. C'est là où on a une famille quand même assez moderne, une famille qui comprend qu'il est innocent contre toutes les institutions. Et justement, il y a une énorme solidarité, je veux dire, de toute la belle famille, de toute la famille autour de Dreyfus. Et ça, c'est quand même assez exemplaire. Et ça, on voit quand même qu'on passe d'un modèle à un autre. Et puis après, effectivement, il y a ces télégrammes où là, ils reprennent effectivement une sorte de conversation. Et puis voilà, les dernières lettres. Lorsque Dreyfus arrive à Rennes, il envoie une lettre. Lucie aussi lui envoie une lettre alors qu'ils vont se voir. Ouais. Donc et ils se retrouvent à la prison du Cherche-Midi. C'est assez beau. Il nous reste à remercier Vincent Duclerc très chaleureusement.
L'ouvrage Écrire, c'est résister, correspondance 1894-1899 de Vincent Duclerc et Marie-Neige Coche est paru aux éditions Gallimard. Vous venez d'écouter une rencontre avec Vincent Duclerc en conversation avec Olivier Loube, enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 20 novembre 2019.